Mesdames et messieurs, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Déclenchement du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile en tête par le ministre de l'Intérieur. Et dans l'actualité internationale en Israël, Benjamin Netanyahou inculpé pour corruption. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cheikh, a déclenché aujourd'hui à la préfecture le plan hors sec en raison des fortes pluies qui se sont abattues tout le long de la soirée jusqu'à ce matin. On prépare à la réunion de cette crise le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane, le secrétaire d'État à la décentralisation Aramis, le général des forces armées djiboutiennes, le général Taïro, le colonel de la police Abdelrahman, le colonel de la gendarmerie Zakaria Hassanadan, le directeur de la protection civile Mahmoud Moussa Deheye, le directeur de l'ONEAD, le maire de la capitale, le directeur de la radio-télévision de Djibouti, Souleymane, le directeur des catastrophes naturelles, la responsable de l'ADR et beaucoup d'autres responsables. Ce plan d'Orsec, qui est une organisation de la réponse de sécurité civile, permet donc une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires afin de secourir les populations sinistrées vivant dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Les participants à cette réunion de crise ont passé donc en revue les secteurs touchés et ont convenu de mettre à disposition à la population les moyens logistiques des forces armées djiboutiennes, notamment des véhicules de la garde républicaine, de la gendarmerie et de la police nationale. Rappelant donc en fin de cérémonie de la journée nationale de la jeunesse et africaine, le chef de l'État, accompagné du Premier ministre, a effectué donc hier une inspection en hélicoptère dans les différents quartiers de la capitale touchés par ces fortes pluies. Le président de l'Assemblée nationale également, les membres du gouvernement ont sillonné donc les quartiers de la capitale. Et bien dans une déclaration, le ministre a tout d'abord indiqué que nos forces armées djiboutiennes peuvent gérer cette situation, qu'on n'aura pas à solliciter les forces étrangères se trouvant à Djibouti. Le ministre donc a réparti le travail. Voici ses propos. Des fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale hier et ce matin. Le plan OSEC est donc déclenché et nous allons procéder à la répartition du travail entre les différents intervenants. Pour l'instant, nous ne sollicitons pas le concours des forces étrangères installées à Djibouti. Nous nous contenterons dans un premier temps de nos forces propres. Et si la situation nous dépasse, là nous solliciterons d'autres personnes. Mais pour l'instant, nous allons compter sur nos propres moyens. Voilà comment on voit le travail. On répartit les tâches en fonction des corps. Et je commencerai par Balbala, c'est la police qui va s'en occuper. Même si c'est un quartier immense, elle sera épaulée par l'AGR. Le 3e arrondissement, ce sera les gardes-côtes. Le 2e arrondissement, ce sera l'armée nationale et forces armées djiboutiennes. Le 1er arrondissement, ce sera la gendarmerie. Donc, chacun des corps constitués fera un PC dans leur quartier général et laisseront un représentant dans chaque arrondissement concerné. En collaboration avec le chef d'arrondissement va, avec le chef d'arrondissement et l'équipe de la préfecture, ils vont se rendre sur le terrain. Ce qu'il voit sur le terrain, lui, il va demander un backup à son PC de commandement. Le PC de commandement va lui envoyer les hommes nécessaires ou le matériel nécessaire. Voilà. Je crois que c'est la meilleure manière de s'organiser et l'expérience a montré que c'est en s'organisant de cette manière, on s'en est bien sorti les dernières fois. À la population de Djibouti-Ville, je signale qu'on a mis en place un numéro vert, c'est le 15-16, je reprends ce numéro, 15-16. La population, quand elle constate une urgence, mais vraiment une urgence qui la dépasse, que
ils ne peuvent pas résoudre, eux et les riverains, là, ils appellent ce numéro, on note l'adresse et on envoie une unité sur place. Mais je demanderai à la population qu'on n'abuse pas de ce numéro et qu'on compose ce numéro uniquement quand vraiment il y a une nécessité. La police, les gardes-côtes et la gendarmerie, pour l'effort formidable qu'ils avaient fait hier après-midi pour les populations. Vraiment, ça a soulagé et ça fait plaisir de voir. Mais je vous assure, ça m'a fait plaisir de vous voir à la télé en train d'embarquer des personnes âgées ou des femmes qui n'arrivaient pas à marcher. En ce qui concerne le plan Orsec, l'organisation de la réponse de sécurité civile qui permet donc une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires afin de secourir les populations sinistrées vivant dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Les éléments de la protection civile, à leur tête le colonel Mahmoud Moussa Deheye, directeur général de la protection civile, travaille donc d'arrache-pied pour vider donc les eaux stagnantes dans les artères de la capitale et les maisons inondées dans les différents quartiers de la capitale. Le directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Deheye, s'est exprimé en ces termes. Toutes les artères principales de la capitale, à savoir en particulier 46, 47, 7 bis, qui sont inondées, d'évacuer des logements et des ruelles des gens qui ont fait l'objet des catastrophes. Donc nous avons déjà, depuis tout à l'heure, mis en place 6 motopompes dans les quartiers des 4 et 7. 5 autres vont être mis de sitôt. Il y en aura aussi 4 qu'on va mettre, Inch'Allah, à Balbala. Comme vous le savez, la pluie est une aubaine qu'Allah nous donne. Mais ceci étant dit, elle n'est pas toujours de bon augure pour Djibouti-Ville. Elle fait toujours l'objet d'inondations, qui fait toujours l'objet de perturbations. Ceci étant dit, et comme nous sommes des hommes, nous devons faire avec ce que la nature nous a pourvu. Pour avoir de conséquences, les services d'assainissement et toutes les institutions de l'État ont été présents à la salle de réunion de la protection civile pour pouvoir coordonner tous ces ensembles. L'assainissement est en train d'ouvrir et ils attendent aussi que la marée basse descende, que la marée descende pour pouvoir ouvrir les axes principaux. Dès qu'ils vont ouvrir, nous, on a déjà commencé les opérations de pompage. L'armée et les gardes-côtes ont été saisis pour pouvoir ramener, parce qu'il n'y a aucun moyen de transport à l'heure actuelle, les gens, surtout les personnes âgées et les femmes de la ville à leur lieu de domicile, à savoir de Place Rimbaud à 4-7 et aussi via Balbala. C'est des difficultés à laquelle nous faisons face et Inch'Allah, nous demandons à ce que la pluie soit clémente vis-à-vis de nous. Nuageux de provenance donc du golfe d'Aden pouvant occasionner donc des averses intermittentes à caractère orageux dans la nuit, en début de matinée. Des éclaircies donc sont prévues dans l'après-midi. Le vent soufflera du secteur est à nord-est faible et parfois modéré. La visibilité sera bonne, parfois réduite sous les précipitations et la mer sera un peu agitée, temporairement donc agitée au large. Et pour plus d'explications, nous avons comme invité M. Mohamed Smaïl Nour, directeur général de l'Agence nationale de météorologie. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Première question, est-ce que cette situation de pluie risque de durer encore quelques temps ou quelques jours? Oui, cette situation va durer jusqu'au dimanche, mais dimanche l'intensité va être faible. Ce soir, on attend toujours la pluie et demain aussi, il pleuvra, Inch'Allah. La mer est chaude, la mer d'océan Indien est chaude, ce qui provoque que des nuages convectifs se forment et donnent ces nuages, de pluie. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? C'est la première fois qu'une pluie aussi désastreuse qui a donc inondé des maisons entières et des artères de la capitale. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ici à Djibouti aujourd'hui? Non, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est les pluies normales. Ça veut dire que nous sommes
en novembre. Novembre, décembre, c'est la saison que nous attendons. Et si vous vous rappelez, le lundi 21 novembre 1994, il y a eu une inondation. Toujours en tant que météo, nous, on est très vigilants au mois de novembre. On regarde nos annales, on regarde nos annales historiques en disant que toujours il faut faire attention, car novembre, c'est le mois le plus mouillé, je peux dire. Et je dis aux Djiboutiens beaucoup de vigilance, surtout ceux qui conduisent les voitures, car la visibilité s'est réduite sous les précipitations. Merci, Monsieur Mohamed Ismaël Nou. Je vous rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale de météorologie. Également, dans l'actualité de ce 15h, la République de l'Indonésie a célébré mercredi soir le 74e anniversaire de sa création et le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Djibouti. L'ambassade de la République d'Indonésie, accréditée à Djibouti, résidant en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, a offert une réception à cette occasion à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski, une réception à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce, le président de la Chambre de commerce de Djibouti. Fut l'occasion pour M. Al-Bousriya Basnour, ambassadeur de Djibouti de la République d'Indonésie, auprès de Djibouti, de réitérer le soutien de son pays à la République de Djibouti dans le domaine économique et social. Également, plusieurs membres des représentants du corps diplomatique et un bon nombre de personnalités ont pris part. L'Indonésie, qui constitue le plus grand nombre des musulmans du monde, entretient des liens diplomatiques et commerciaux avec notre pays depuis 1979, tout en maintenant des relations étroites pour le profit des deux pays, selon l'ambassadeur d'Indonésie à Djibouti. Lors d'un discours prononcé à cette occasion pour l'Indonésie, a-t-il indiqué, Djibouti est non seulement un frère et donc un pays musulman, mais aussi un partenaire incontournable, notamment dans le domaine de la sécurité politique et économique. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a pour sa part déclaré que le développement du commerce et de l'investissement, la coopération et le partenariat dans le secteur de l'énergie géothermique sont les principaux points des discussions et des négociations bilatérales avec l'Indonésie. Voici ses propos. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais, au nom de tous les convives qui sont aujourd'hui présents ici pour célébrer le 74e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie, et la célébration également du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Indonésie et la République de Djibouti, j'aimerais vous remercier encore une fois pour avoir organisé cette réception à Djibouti alors que vous n'êtes pas basé dans ce pays et que vous êtes accrédité à Djibouti et basé à Addis Abeba. Vous avez pris la peine de venir à Djibouti, d'organiser cette réception pour marquer l'importance des relations entre l'Indonésie et Djibouti et surtout l'excellence de ces relations. J'aimerais également féliciter le peuple indonésien, le gouvernement indonésien pour ces efforts que vous faites en matière de paix et de sécurité, les efforts que vous avez déployés pour développer votre pays et l'intérêt que vous portez pour le continent africain en général et la République de Djibouti en particulier. Autre actualité de ce 15h, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf Moumin Hassan Barré, a pris part aux travaux du Forum des ministres de la Culture organisé à l'UNESCO du 19 au 21 novembre à Paris. Le thème principal était la culture et le patrimoine, une énergie renouvelable pour le dialogue et la paix. Et bien plus de 140 ministres et de hauts responsables du monde de la culture ont participé à cet événement majeur pour discuter de la place centrale de la culture et de son impact sur le développement durable. Le ministre était accompagné de notre ambassadeur à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, du conseiller technique Idriss Moussa Ahmad, du directeur de la culture de Ali Ahmed Hassan et du représentant de la délégation permanente de Djibouti auprès de l'UNESCO. À la cérémonie d'ouverture, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a déclaré que la culture constitue un langage commun qui fait tomber les barrières entre les peuples et les civilisations.
Dans son allocution, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, s'est réjoui donc de prendre part à cette auguste assemblée du haut niveau pour partager l'expérience du Djibouti dans la promotion de la culture et du patrimoine comme vecteur de dialogue et de paix. Et d'ajouter que la République du Djibouti a pu maintenir sa réputation de havre de paix et une terre de rencontre et d'échange dans une région constamment secouée par des conflits armés. Dans le cadre de la protection de l'environnement et de recherche de nouvelles sources d'énergie propre, l'Office djiboutien de développement des énergies géothermiques, en collaboration avec l'Université de Pau, a organisé mercredi un atelier de vulgarisation sur les ressources en hydrogène de notre pays. Il s'agit donc de faire part au grand public, en particulier les universitaires lycéens et jeunes chercheurs djiboutiens, des résultats d'une mission de recherche entreprise par une équipe de chercheurs français qui détecte des sites dans notre pays pouvant contenir de l'hydrogène naturel. L'hydrogène, élément chimique énergétique, est considéré de nos jours comme source inépuisable d'énergie verte. Au cours de cet atelier de vulgarisation, le docteur Isabelle Moretti, expert scientifique et chef de la délégation française de l'Université de Pau, a communiqué des détails des résultats de leur périple, annonçant la bonne nouvelle qu'au moins de nombreux sites, en 3 sites, la région de Goubet, Lakassal, les sous-sols regorgent d'hydrogène. Qui est d'environ 50%. Si on va vers une production d'hydrogène naturel, on aurait une énergie moins chère. Donc on est au début de l'histoire, c'est un projet de recherche, mais on cherche s'il y a de l'hydrogène naturel dans le rift africain, dans la partie de Djibouti, pour éventuellement un jour que vous ayez une ressource propre en tant que carburant. On a parcouru toute la zone entre Obok et le lac Abbé et on a échantillonné beaucoup de l'air ou du gaz, comme on veut, qui se trouve dans le sous-sol. On a déjà mis en évidence 3 zones où il sort de l'hydrogène et on espère, avec les analyses qu'on va faire en laboratoire en France, élargir cette zone où on sait qu'il se crée de l'hydrogène. Ce week-end, suite à la demande du directeur de l'école privée Ali Malaw, située au boulevard Guélé Batel, le centre d'instruction Cheikh Moussa a reçu la visite des élèves de l'école en compagnie de leur directeur et leurs enseignants. À leur arrivée sous escorte des gendarmes de la sécurité routière, les élèves et leurs enseignants de cette école ont été accueillis chaleureusement par une forte délégation composée des officiers supérieurs de la gendarmerie. Après quelques mots de remerciement et du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Adan, les élèves ont été conduits à la place d'armes pour saluer le drapeau national et chanter l'hymne national au son de la musique aux côtés de 2 pelotons de gendarmes. L'un appartient à la gendarmerie et l'autre au GIGN. Les élèves ont été répartis en 3 groupes et en rang face au drapeau comme gendarmes. 2 élèves, dont une fille et un garçon, ont été choisis pour hisser notre cher drapeau sous une petite pluie fine. Après cette cérémonie de levée des couleurs, moment de la visite, les élèves ont été invités à suivre dans l'amphithéâtre du centre de conférence Hoche Roblé de la gendarmerie une présentation sur les missions de la gendarmerie et un clip vidéo sur le métier du gendarme. Ensuite, ils ont également reçu quelques notions sur le civisme et le moral, telles que les couleurs et leur signification du drapeau national, et à chanter par cœur l'hymne national, la devise de la République de Djibouti, qui est l'unité, égalité, paix. La fête, la politesse et le respect des parents, des enseignants, des camarades, des personnes, mais aussi la préservation des lieux, notamment les écoles, les matériels pédagogiques et la prise de conscience de l'environnement. Au cours de la présentation sur la gendarmerie, les élèves ont posé plusieurs questions dont certaines étaient pertinentes, comme quelle est la différence entre la gendarmerie et la police? Est-ce que les gendarmes participent au combat pour défendre le pays? Quelles sont les missions de la gendarmerie? L'officier en charge a répondu à toutes les questions et bien d'autres formulées par les connaissances. Ils ont donné donc plus d'explications pour satisfaire la curiosité de surtout les plus jeunes.
L'association des femmes de Tadjoura, présidée par Mme Hassana Hassantou, a organisé une séance de formation pour les associations membres du réseau de lutte contre l'excision. Eh bien, ce fléau qui a handicapé des enfants a regroupé les associations de Tadjoura, Obokville et Assaïla dans la région de Dikil. Une réunion qui a vu la participation des élus de la ville blanche et des responsables administratifs. Les participants ont souligné les conséquences des mutilations génitales féminines. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, Benyamin Netanyahou est plus que jamais dans la tourmente au lendemain de l'annonce de sa mise en examen pour corruption. Cette décision historique compromet sérieusement ses chances de se maintenir au pouvoir. Jamais un Premier ministre israélien en exercice n'avait été inculpé jusqu'à présent, mais Netanyahou n'a guère intention d'abandonner et dénonce des fausses accusations. Dans la soirée, les manifestants se sont rassemblés aux abords de sa résidence, à la fois ses partisans mais aussi ses détracteurs, en colère contre un Premier ministre israélien qui, selon eux, n'a plus la légitimité de diriger le pays. L'OCDE a publié ses prévisions sur la croissance mondiale et s'inquiète d'une stagnation à long terme entre les tensions commerciales, le ralentissement chinois et le Brexit. L'organisation appelle les États à réagir vite. Alors que le PIB mondial a augmenté de 3,5% en 2018, cette hausse devrait continuer, mais être moins forte l'année prochaine, 2,9%. Ces chiffres sont les plus bas depuis la crise financière de 2008. Les tensions commerciales pénalisent les échanges. L'institution basée à Paris souligne que les échanges commerciaux restent très faibles. La menace persistante des tensions commerciales pénalise les affaires et les investissements qui stagnent depuis l'année 2018. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.